Bonjour tout le monde, je fais cette petite introduction avant de commencer la vidéo. Excusez-moi, je rigole, mais c'est toujours un peu stressant de faire une introduction comme ça. Ce sera vite. Je m'appelle Louis Gilbert, je suis en deuxième, je passe en troisième année de droit. Et j'ai décidé de faire des vidéos sur le droit constitutionnel et ça se trouve sur d'autres matières. J'ai fait des schémas et j'ai essayé de constituer au mieux les enseignements que j'avais eus pendant ma première année. Et peut-être que du coup j'en ferai pour ma deuxième année, enfin on verra. Euh, j'ai fait ces vidéos parce que je sais que moi j'ai eu beaucoup de difficultés en L1 étant moi-même redoublant. Je sais que c'est chiant parce qu'en fait c'est pas si difficile que ça, c'est juste la compréhension, la perception et l'enseignant que vous avez. Des fois ça peut vraiment fausser tout ce que vous apprenez. C'est tout et je vous souhaite une bonne vidéo et prenez du plaisir. Yo, bonjour tout le monde, du coup vous avez pu voir mon introduction. Donc je vais commencer pour parler du droit constitutionnel. On va commencer sur les bases plutôt historiques, comment arriver à la Constitution. On verra ensuite à quoi ça sert un peu plus tard dans la vidéo. Je sais pas si ce sera sur d'autres leçons, enfin bref, on verra. Donc je vais commencer. Déjà, on va voir du coup comment et d'où arrive la Constitution. La Constitution qui apparaît en 1791. Donc, déjà, avant de parler de Constitution, il faut distinguer le droit écrit, ok, et le droit moral. C'est quoi les distinctions? Le droit écrit, ce sont, par exemple, je l'ai mis ici, la Constitution, les lois, les décrets, c'est des valeurs, ça a une valeur juridique avec des normes qui sont écrites. Par exemple, à contrario, une coutume qui est ici pas écrit, qui rentre plutôt ici dans des normes. Par exemple, je sais pas, moi, quand je me lève, je dis bonjour, c'est une coutume. Après, ceci dit, elle n'est pas forcément d'ordre juridique, mais l'idée même que demain, aucun texte juridique ne dit oui, il faut dire bonjour à ma mère quand elle se réveille, ça mentionne bien que ce n'est pas du droit écrit, mais du droit moral. On est d'accord? Le droit écrit, c'est vraiment un texte qui est écrit, c'est un texte juridique, loi, décret, constitution, arrêté, tout ce que vous voulez, qui a été émis par une personne, par comment on dirait, un législateur, une personne du gouvernement, enfin bref, une personne qui a des pouvoirs de décision, qui peut édicter ce droit écrit. Et ce droit moral, du coup, qui sont les coutumes, sont des personnes du quotidien comme vous et moi qui pratiquons quotidiennement une tâche quotidienne qui fait acte de routine et de respect envers les concitoyens. Voilà ce qui peut être du droit moral. Après, ceci dit, le droit moral, du coup, on pourra l'appliquer dans des situations particulières, mais bon, on y reviendra. Donc, on va se pencher principalement sur le droit écrit, parce que la Constitution y est, on est là pour parler de ça. Du coup, vous parler de la Constitution du 3 et 4 septembre 1791, donc c'est bien une seule et même Constitution. Il faut parler du coup un peu, qu'est-ce que c'est la Constitution, sans rentrer en détail. Une Constitution, c'est là pour instituer, enfin je l'ai écrit d'ailleurs, tout ce qui est en bleu, c'est vraiment pour des précisions, institue les organes. Donc qu'est-ce que c'est un organe? Un organe, par exemple, ça peut être l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, enfin les autres autorités de la nation. Donc elle institue les pouvoirs, elle partage les pouvoirs entre les organes selon du coup comme je dis, des compétences qui leur sont attribuées. Par exemple, l'Assemblée nationale a un pouvoir législatif, alors que le pouvoir exécutif a plus un pouvoir réglementaire. On verra ça plus tard, vous inquiétez pas. Donc, la Constitution est là justement du coup pour partager ses compétences entre ces organes. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir du coup d'où vient la Constitution 1791. La Constitution de 1791, elle remonte du coup forcément à l'époque du XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle. Elle intervient à cause d'une crise sociale et économique qui apparaît dans le pays, en France, et Louis XVI à l'époque, qui était le roi, a fait intervenir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui a été à l'époque d'ailleurs, les États généraux, le 5 mai 1789. Okay, ces États généraux, c'est quoi? C'est justement la réunion de la noblesse, du clergé et du tiers d'État. Donc en fait, c'est une assemblée qui a été tenue
pour faire face à cette crise sociale et économique. Et donc Louis XVI s'est dit, pourquoi pas faire intervenir ces acteurs qui, il faut savoir, c'est vraiment inédit ce qui se passe, parce que ça a été, je crois, il me semble, pendant 2 siècles, on n'a jamais saisi, enfin, du coup, le roi, on va dire saisir, le roi n'a jamais demandé quelconque conseil, que ça soit de la noblesse, du clergé ou du tiers-état. C'était vraiment... il avait toutes les compétences, parce que à l'époque, c'était une monarchie de droit divin. Donc, il était appuyé par la religion, tous les civils, vous pensez bien, le tiers-état, donc, c'est les personnes comme vous, comme moi, hein. La noblesse même n'avait pas son mot à dire, même le clergé, enfin, bref, tout le monde était derrière, et lui, fait ce qu'il voulait, pouvait voter des lois, et c'est ça, la monarchie de droit divin. Bref. Du coup, le 5 mai 1789, incroyable, il réunit les États généraux. Ce qui se passera par la suite, c'est que je vais pas vous faire toute l'histoire, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a eu le serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Donc le tiers-état, qui faisait partie des États généraux, noblesse, clergé, tiers-état, s'est opposé à être dissous par le roi. Il s'est promis de finir de pouvoir adopter et écrire une constitution pour le pays. Okay, donc là, on fait référence du coup à la constitution qui est arrivée le 3 et 4 septembre 1791. Donc, d'ailleurs, que j'ai mis ici. On va noter que d'ailleurs, entre-temps, donc, entre le serment de jeu de paume et la constitution de 1791, il y aura d'autres normes qui ne seront pas des normes législatives, comme je l'aurais mis ici, mais plutôt à caractère symbolique, à valeur symbolique, qui est, comme on connaît tous, la DDHC, ou plutôt la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. On écoute. Et une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que la Constitution de 1789, lorsqu'elle a été créée par l'Assemblée du coup nationale, qui est le tiers-état, ni la noblesse ni le clergé, c'est uniquement le tiers-état qui s'est engagé à écrire et à adopter la Constitution de 1791 avec le serment du jeu de paume. À l'arrivée du coup de cette Constitution de 1791, il y a eu 2 choses qui a été mises en place. La première, du coup, c'est l'abolition des privilèges. Et la seconde, c'est de contrer l'absolutisme du roi. Comme je vous disais, avant, du coup, 1791, on était sur une monarchie de droit divin, où le roi pouvait faire tout ce qu'il entendait, genre que ce soit de la justice, que ce soit du coup du pouvoir exécutif, donc lever les armées, utiliser la force, ou créer des lois. Il s'accaparait tout, littéralement. Alors que là, du coup, quand il y a la Constitution de 1791 qui arrive, on arrive sur une monarchie constitutionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire constitutionnelle? C'est-à-dire qu'il est régi par une norme qui est la Constitution de 1791. Et, comme on a vu, la Constitution, elle sert à quoi? À instituer les organes pour leur donner des compétences précises. Donc ça a permis un peu plus, et ça a été même une très grande avancée, c'est-à-dire que la Constitution a pu enlever littéralement les pouvoirs du roi qui lui étaient accaparés depuis, comme je vous ai dit, je crois 2 siècles. Ça, c'est une mémoire. Mais c'était incroyable à l'époque. Et du coup, on est passé d'une monarchie de droit divin à une monarchie constitutionnelle à partir de la Constitution de 1791. Je me dépêche parce qu'avant que la PV ferme, j'aurais vous montrer un dernier truc qui, moi, m'a un peu posé problème en tant qu'étudiant. C'est la question de savoir la Constitution à la République. Est-ce que une Constitution veut dire qu'il y a une République, et si on change de Constitution, est-ce que c'est une nouvelle République? Là-dessus, je sais que j'ai eu des problèmes, donc je préférais vous en parler pour conclure sur ce sujet. Donc déjà, la Première République est arrivée le 21 septembre 1792. Pourquoi elle est arrivée? Comment ça se fait? Oui, nanana. Je vous explique. Alors qu'on était déjà, du coup, en monarchie constitutionnelle depuis la Constitution du 3 et 4 septembre 1791. CST, ça veut dire Constitution. C'est juste un raccourci que je le fais. Alors qu'on était du coup, oui, en Constitution du 3 et 4 septembre 1791, du coup, on était en monarchie constitutionnelle, comme on a vu juste avant. On partage des compétences entre chaque organe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on était en monarchie constitutionnelle, il y avait encore beaucoup de tensions entre la royauté
et les différents clivages. Donc les clivages sont la noblesse, le clergé et le tiers d'État. Et notamment le tiers d'État qui était dans un mouvement où on voulait proclamer les libertés, les droits des personnes, et justement ce qui avait déjà amené à l'abolition des privilèges avec la Constitution de 1791. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la Première République du 21 septembre 1792, il y a eu la prise des Tuileries. Donc, il faut savoir que bon, je peux vous faire vous faire de la politique, mais il y avait différentes factions au niveau de ces clivages, et disons que le peuple en général a envahi les Tuileries, le palais des Tuileries. Qu'est-ce que c'est le palais des Tuileries? C'est là où la royauté habite. Donc clairement, ça a mis fin au règne, à cette monarchie constitutionnelle qui a tenu que très peu de temps finalement. Hein. Du coup, je l'ai mis là, fin de la monarchie constitutionnelle, avec la constitution du coup qui est de 3 et 4 septembre 1791. Mais là, à partir de ce moment-là, pendant tout ce moment, la prise de Tuileries et tout, on n'était pas en première république. Donc il faut bien comprendre que cette constitution de 1791, il n'y avait pas de république. La république, la première république comme on l'entend, apparaît en 1792 du coup. Ici, après la prise des Tuileries. Mais avant, avec la constitution de 1791, du coup de 1791 à 21 septembre 1792, la république n'existait pas. La République, du coup, arrive le 25 septembre 1792, et comme on peut le voir, c'est assez étonnant, même moi, du coup, au début de mes années, c'est que lors de cette première République, on a eu plusieurs constitutions. Alors, ces plusieurs constitutions s'expliquent, comme je vais vous l'expliquer, enfin, comme je vais vous le montrer ici, c'est que différentes factions, différents centres de pouvoir ont pris, comment dire, le pouvoir, quoi, tout simplement. Du coup, c'est ce qui a amené à l'apparition de nouvelles constitutions à chaque arrivée de dirigeants nouveaux. Donc, par exemple, le 24 janvier 1793, on a eu la constitution de l'an 1, et c'était, par exemple, l'arrivée, là, cette fois, de la Première République. Parce qu'il fallait bien une autre constitution pour précéder celle de 1791, de monarchie constitutionnelle, qui avait complètement failli, qui avait complètement été mis à mal par du fait qu'on ait envahi le palais des Tuileries, ce qu'on a appelé par la suite la prise des Tuileries. Donc il y avait eu du coup cette première constitution de l'an 1, du 24 juin 1793, pour proclamer la Première République. Ensuite, il y en a eu une deuxième constitution, la constitution de l'an 3, du 22 août 1795, excusez-moi. Et c'était pour proclamer l'arrivée du directoire. Donc, comme je vous dis, je vais pas vous expliquer ce que c'était le directoire, et pour dire vrai, je suis pas non plus trop calé de tête à vous expliquer ce que c'est. Mais c'est en gros en général, je vous dis pas pour le directoire, mais c'est des arrivées oui, comme je vous dis, de nouveaux dirigeants au pouvoir, où ils voulaient remettre en place un nouveau système. Comme par exemple, du coup, il y a eu le directoire en 1795, constitution de l'an 8, en 13 décembre 1799 avec le consulat, et encore la constitution de l'an 10 avec le 4 août 1802. Et ce que j'ai vu, ce qui avait marqué le consulat à vie. Alors, bien sûr, moi, sur quoi je me base, vous pourrez retrouver ces informations spécifiques sur le consulat. Limite, je pourrais vous envoyer le lien, c'est sur le Conseil constitutionnel. Donc, il m'avait montré ces constitutions sont reprises du Conseil constitutionnel depuis toutes les constitutions. Donc, la première constitution de 1791, 1793, 95, 1902, voilà. Et après, en 1804, donc c'est pour ça que je ne sais pas mis les autres, c'est que c'est la fin de la Première République. Ici, vraiment, le but, c'est vraiment de vous expliquer qu'il peut y avoir plusieurs constitutions dans une même république. Parce que moi, du coup, j'avais pas bien compris. Mais d'ailleurs, ça pose des questions parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à chaque, par exemple, je pense particulièrement à la 4e ou 5e République, à preuve du contraire, les constitutions sont à chaque fois, il y a toujours des révisions de la constitution, mais c'est jamais de nouvelles constitutions. Alors que là, c'est vraiment différent, c'est vraiment de nouvelles constitutions pour chaque nouveau dirigeant. Mais le système n'est pas un système qui est mis en place dans la durée. C'est vraiment en fait des systèmes où un moment en fait critique. De toute façon, la Révolution française, c'est ça. C'est vraiment des grosses tensions entre des blocs politiques de pouvoir, entre du coup cette monarchie, cette royauté qui est ancrée depuis très longtemps et qui fait même l'unanimité
dans l'Europe a une envie, un mouvement des Lumières qui va chercher justement à pousser cette royauté et à dire c'est bon, stop, on arrête. Donc ça a amené beaucoup de conflits, ce qui explique aussi l'arrivée de nouvelles constitutions. Bon, pour ceux qui sont arrivés à la fin, je suis en train de manger mon chocolat, je suis au même point qu'au début, hein, je fais ça à l'enchaîne les deux. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, je vous demanderai jamais de vous abonner ou liker ou que ce soit, vous le faites si vous avez envie. Je suis pas là pour devenir riche. Bon, voilà, vous verrez de toute façon toutes les fins ou tous les débuts, ce sera plutôt drôle, les introductions, les fins. Je te raconterai toujours un peu des conneries pour vous rappeler que moi aussi je suis un étudiant et que j'en ai chié pour arriver là où j'en suis. Bon, voilà. Ce chocolat est vraiment très très bon. Je sais pas d'où c'est, mais c'est de Georges Larnicole. Bon bref, j'arrête mes conneries. On se voit à la leçon suivante. D'ailleurs, bon bah vous savez ça en exclu. En fait, je vais faire plusieurs leçons. Donc là, c'est la leçon 1 que je vais sortir. Leçon 2 plus tard, leçon 3, leçon 4. Je sais pas combien je vais en faire. Voilà. C'est tout pour moi. Peace.